Imaginez un monde existant bien avant le nôtre, où le Nil et l'Euphrate n'étaient pas de simples sources d'eau nécessaires à la vie, mais de véritables artères irriguant les grandes civilisations antiques. Au loin, à la frontière entre le ciel et la terre, se dressent de majestueuses pyramides, leur surface polie et réfléchissant la lumière éclatante du soleil comme des miroirs, donnant l'impression que les dieux eux-mêmes ont désigné l'endroit où ériger ces monuments colossaux. Au cœur de Babylone, on pouvait entendre le murmure apaisant de l'eau coulant doucement sur les terrasses étagées, savamment conçues des jardins suspendus, véritable oasis de fraîcheur et de verdure au milieu d'un paysage aride. Et dans la sacrée Olympie, lieu des célèbres Jeux olympiques, la statue de Zeus, le foudroyant, s'élevait si grandiose et impressionnante qu'il semblait que son sourire de pierre pouvait ranimer le cours du temple lui-même. Ce monde antique était rempli de mystères non résolus, d'aspirations incroyables et d'une soif inextinguible de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité, afin que les générations futures se souviennent de leur réalisation. Les 7 merveilles du monde ne sont pas de simples structures architecturales impressionnantes ou des œuvres d'art, mais avant tout une expression éclatante d'ambition, d'un génie hors du commun et d'une foi profonde dans l'immortalité de l'esprit humain. Elles semblaient déclarer tacitement « Regardez nos réalisations, appréciez ce dont nous sommes capables. Nos noms et nos actions ne seront jamais oubliés, nous resterons dans la mémoire des siècles. » Cette liste soigneusement élaborée, qui nous est parvenue du fond des âges, est devenue une sorte de symbole de la volonté indomptable de l'homme, de son étonnante capacité à surmonter des obstacles apparemment insurmontables et à transformer les rêves les plus audacieux en réalité. Mais comment est née l'idée même de réunir précisément 7 merveilles du monde, de les distinguer d'une multitude d'autres créations dignes d'attention? Les origines de cette liste remontent à l'Antiquité, à une époque où le monde était gouverné par des philosophes éminents, des voyageurs infatigables et des savants curieux qui s'efforçaient de classer, de systématiser et de comprendre tout ce qui les entourait. Hérodote, à juste titre honoré du titre de père de l'histoire, et ses nombreux disciples furent parmi les premiers à décrire en détail les plus grandes créations de leur époque, jetant ainsi les bases de la future liste des merveilles du monde. Cependant, la version définitive de cette liste fut établie un peu plus tard, grâce au travail minutieux de Callimaque de Cyrène, éminent bibliothécaire de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands centres de connaissances et de culture du monde antique. Mais pourquoi précisément 7 merveilles? Dans le monde antique, le chiffre 7 jouissait d'une vénération particulière et était considéré comme sacré, symbolisant la plénitude, l'achèvement et la perfection. On croyait que ce nombre possédait une force magique et une harmonie particulière. Ces merveilles sont apparues à une époque où diverses civilisations avaient atteint des sommets sans précédent en matière d'architecture, d'ingénierie et d'art, démontrant un niveau de maîtrise et d'innovation sans précédent. Les pharaons égyptiens, les puissants souverains de Babylone et les ambitieux tyrans grecs n'ont pas lésiné sur leurs immenses richesses pour ériger des bâtiments qui devaient leur survivre, mais aussi survivre à des siècles entiers, témoignant de leur grandeur et de leur puissance. Cependant, il est important de se souvenir et de réaliser que ces structures majestueuses n'ont pas été érigées uniquement pour le plaisir esthétique ou pour impressionner l'imagination des contemporains. Les pyramides, par exemple, servaient de lieu de repos éternel aux pharaons égyptiens, leur assurant une transition confortable vers l'au-delà, tandis que la statue de Zeus était une incarnation tangible de la grandeur divine, que des millions de croyants adoraient, y voyant un symbole de force et de justice. Le monde qui entourait ces merveilles était complètement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Imaginez les interminables caravanes de chameaux traversant lentement les sables infinis des déserts brûlants pour livrer les précieux matériaux de construction nécessaires à l'érection de ces monuments colossaux, ou les marins audacieux conquérant les vastes étendues maritimes tumultueuses, s'orientant grâce à la lumière vive et scintillante du phare d'Alexandrie, qui indique le chemin vers un port sûr. Tous ces détails sont devenus partie intégrante d'une histoire qui montre clairement jusqu'où l'homme peut aller lorsqu'il est guidé par un rêve, une aspiration indomptable à une gloire immortelle et le désir de laisser sa marque dans l'éternité. Les 7 merveilles du monde sont une sorte de pont reliant un passé lointain au présent. Elles ne nous parlent pas seulement des réalisations et des innovations étonnantes de cette époque,
mais nous rappellent sans cesse que les rêves humains sont capables de traverser le temps et l'espace, nous incitant à de nouveaux exploits. Et maintenant, afin d'étudier plus en détail ces incroyables monuments historiques, faisons un voyage passionnant dans le temps et découvrons comment chacune de ces majestueuses structures a vu le jour, qui étaient les personnes qui les ont créées, dans quel but elles l'ont fait, et comment ces merveilles ont changé le monde, laissant une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire. Et maintenant, transportons-nous mentalement dans l'Égypte ancienne, le pays où est née l'histoire des merveilles du monde. Parmi les sables infinis et sous les rayons brûlants du soleil ardent du désert, se dresse un monument colossal qui, aujourd'hui encore, captive l'imagination par sa grandeur et la perfection de sa conception technique. La grande pyramide de Khéops est la seule des 7 merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours, nous permettant de toucher personnellement l'histoire et de ressentir la grandeur de la civilisation antique. Cette pyramide grandiose a été construite vers 2560 avant notre ère, sous le règne du pharaon Khufu, plus connu sous le nom grec de Khéops. Cette structure impressionnante, dont la hauteur initiale était de près de 147 mètres, a fièrement porté le titre de plus haute structure du monde pendant des milliers d'années, étant un symbole visible de la puissance et de la grandeur de la civilisation égyptienne antique. Aujourd'hui, en raison de l'érosion naturelle et de la perte des couches supérieures du revêtement, sa hauteur a légèrement diminué, mais elle reste un symbole inégalé du génie et des ambitions inflexibles de la civilisation égyptienne antique. Le processus même de construction de cette pyramide est encore entouré de mystères et constitue une véritable énigme pour les chercheurs modernes. La création de ce monument colossal a nécessité, selon les estimations les plus modestes, environ 2 300 000 blocs de pierre, dont le poids total est estimé à environ 6 millions de tonnes. Le poids de chaque bloc individuel, en fonction de sa taille et de son emplacement dans la structure de la pyramide, variait de 2,5 tonnes à un impressionnant 80 tonnes. Comment les anciens Égyptiens, sans disposer d'équipements de construction modernes, ont-ils réussi à déplacer des blocs de pierre aussi massifs sur de longues distances et à les élever à de grandes hauteurs? Les scientifiques qui étudient cette question s'accordent à dire que des traîneaux spéciaux, glissant sur du sable soigneusement humidifié, étaient utilisés pour transporter les blocs de pierre, ce qui permettait de minimiser considérablement la force de friction. De plus, de récentes découvertes archéologiques indiquent que les anciens Égyptiens ont construit des systèmes complexes de canaux et de plateformes spécialement équipés pour livrer les blocs de pierre directement sur le chantier de construction par voie navigable sur le Nil, ce qui a considérablement simplifié la logistique de la construction. À l'origine, la pyramide était recouverte de calcaire blanc étincelant qui, tel un miroir, réfléchissait la lumière du soleil, la transformant en un phare éblouissant, brillant au cœur du désert et visible de loin. Malheureusement, ce magnifique revêtement a été presque entièrement perdu en raison du temps et de l'activité humaine. Mais, à son apogée, il a fait de la pyramide un spectacle vraiment inoubliable, frappant l'imagination de tous ceux qui l'ont vu. La technologie de construction de la pyramide fait encore l'objet de vifs débats et discussions entre scientifiques et chercheurs. Certains scientifiques supposent que les blocs de pierre étaient hissés au sommet à l'aide de rampes droites, qui étaient progressivement allongées et élargies au fur et à mesure de la construction de la pyramide, formant une sorte de plan incliné menant au sommet. D'autres experts sont convaincus que des rampes hélicoïdales encerclant la pyramide ou un système complexe de leviers et de poulies ont été utilisés pour soulever les blocs lourds, permettant d'appliquer moins de force pour soulever la charge. Quelle que soit la méthode utilisée, le fait même de l'érection de la pyramide est un témoignage incontestable du génie de l'ingénierie et de l'incroyable savoir-faire des anciens Égyptiens, ce qui suscite encore aujourd'hui une sincère admiration chez les personnes du monde entier. Cependant, il convient de noter que la pyramide n'était pas simplement un projet d'ingénierie à grande échelle visant à démontrer la force et la puissance du pharaon. Elle avait également une signification spirituelle profonde et faisait partie intégrante des croyances religieuses des anciens Égyptiens. Le pharaon Khufu, qui se considérait comme un médiateur divin entre la terre et le ciel, croyait que la pyramide deviendrait son marchepied vers la vie éternelle et lui assurerait une existence prospère dans l'au-delà. Au cœur même de la pyramide, dans ses profondeurs, se trouvait la chambre funéraire centrale,
savamment taillée dans du granit solide. Cette chambre était protégée par des systèmes complexes de passages secrets, de pièges et de massifs bouchons de pierre, qui étaient censés protéger la sépulture du pharaon des pillages inévitables et de la profanation de la tombe. Les ouvriers égyptiens qui ont participé directement à la création de ce monument colossal vivaient dans des villages spécialement construits, situés à proximité du chantier de construction. Le régime alimentaire des ouvriers était principalement composé de pain, de viande et de bière, ce qui leur fournissait suffisamment de calories et d'énergie pour effectuer des travaux physiques lourds. De récentes fouilles archéologiques ont révélé que bon nombre de ces ouvriers n'étaient pas de simples esclaves sans droit, comme on l'a longtemps cru dans la science historique, mais des artisans qualifiés, des ingénieurs et des constructeurs, possédant des connaissances et des compétences précieuses. Lorsqu'il s'agit de la construction de la grande pyramide de Khéops, on se demande inévitablement comment les anciens Égyptiens, sans disposer des technologies modernes ni d'équipements de construction sophistiqués, ont-ils pu créer une structure aussi grandiose et parfaite qui continue de captiver l'imagination? La réponse à cette question réside dans leur réalisation technique stupéfiante, qui était considérablement en avance sur leur temps. Avant tout, la précision incroyable de la conception de la pyramide est stupéfiante. Ses côtés sont orientés presque parfaitement vers les points cardinaux, et la base est nivelée avec une différence de hauteur minimale, ce qui témoigne des connaissances approfondies des anciens Égyptiens en géométrie, en astronomie et en géodésie. Pour créer une fondation parfaitement pleine nécessaire pour assurer la stabilité de l'ensemble de la structure, les artisans utilisaient une technique de nivellement à l'eau qui permettait d'obtenir une précision et une stabilité exceptionnelles. La construction même de la pyramide exigeait des calculs extrêmement précis, une organisation rigoureuse et le travail coordonné de milliers de personnes. Les anciens Égyptiens ont fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle dans l'utilisation de rampes de différentes conceptions pour soulever de lourds blocs de pierre à de grandes hauteurs, ainsi que dans l'application de divers mécanismes et dispositifs pour faciliter ce travail ardu. L'une des technologies les plus probables utilisées lors de la construction de la pyramide est considérée comme étant un système de rampe en spirale, qui permettait de réduire considérablement l'angle d'inclinaison et de répartir plus uniformément les efforts nécessaires pour soulever de lourds blocs de pierre. Les rampes étaient des constructions inclinées que les anciens Égyptiens utilisaient pour soulever des matériaux de construction massifs en hauteur lors de l'érection de la pyramide. Imaginez une longue pente douce menant au sommet de la pyramide, sur laquelle il était possible de tirer des blocs de pierre vers le haut avec moins d'efforts que lors d'une levée directe. Alors, comment ce système fonctionnait-il en pratique? Les blocs de pierre destinés à la construction de la pyramide étaient soigneusement placés sur des traîneaux spéciaux, fabriqués en bois et conçus pour transporter de lourdes charges. Ces traîneaux étaient ensuite tirés par des ouvriers sur la surface de la rampe à l'aide de cordes et de leviers pour faciliter le travail. Pour que les traîneaux glissent sur la surface de la rampe aussi facilement que possible et avec le moins de résistance, le sable sous eux était constamment humidifié avec de l'eau, réduisant ainsi la force de friction et facilitant considérablement le travail des ouvriers tirant les traîneaux. Au fur et à mesure que la pyramide s'élevait, la rampe était allongée ou modifiée, de nouvelles sections étant ajoutées pour continuer à soulever les blocs de pierre à la hauteur requise. Les rampes utilisées lors de la construction de la pyramide pouvaient avoir différentes conceptions et formes. Droite menant à l'un des côtés de la pyramide ou en spirale, entourant la pyramide en cercle, comme un serpentin. La rampe en spirale permettait de soulever les blocs de pierre progressivement, sans créer une pente trop raide, ce qui réduisait considérablement la charge de travail des ouvriers et facilitait le processus de levage. Lorsque le bloc de pierre atteignait enfin la hauteur voulue, il était soigneusement placé dans la structure de la pyramide, exactement à sa place, et les ouvriers redescendaient chercher le bloc suivant, et le processus se répétait encore et encore. C'était un système incroyablement laborieux, mais en même temps assez efficace, surtout si l'on considère que les anciens Égyptiens ne disposaient pas des grilles modernes, des moteurs puissants et des autres moyens techniques qui sont aujourd'hui largement utilisés dans la construction. De telles solutions d'ingénierie ont permis aux anciens Égyptiens de soulever des blocs de pierre massifs
à une hauteur de plus de 140 mètres, ce qui est une réalisation impressionnante pour leur époque. Le travail des anciens Égyptiens avec le granit, un matériau extrêmement solide et dur, mérite une admiration et un respect particulier. Ces pierres denses et lourdes, provenant des carrières situées dans la région d'Assouan, étaient soigneusement travaillées pour atteindre une douceur idéale et correspondre aux dimensions spécifiées. Pour travailler le granit, les anciens Égyptiens utilisaient des outils en cuivre, des matériaux abrasifs tels que le sable et de l'eau. Cette technologie était incroyablement laborieuse et exigeait une grande compétence et de la patience, mais elle assurait une qualité de finition exceptionnelle des espaces intérieurs de la pyramide, qui émerveillent encore aujourd'hui par leur beauté et leur précision d'exécution. De plus, les anciens Égyptiens utilisaient un système complexe de chambres de décharge situées au-dessus de la chambre funéraire du pharaon pour redistribuer la pression des couches massives de blocs de pierre situés au-dessus. Cette solution d'ingénierie démontrait leur compréhension approfondie des principes de la physique et de la statique, ainsi que leur capacité à créer des structures solides et durables, capables de supporter d'énormes charges. La grande pyramide de Khéops impressionne non seulement par ses dimensions colossales et ses réalisations d'ingénierie exceptionnelles, mais elle est également enveloppée de nombreux mythes, légendes et énigmes, qui continuent de passionner les esprits de l'humanité depuis des millénaires. Ces histoires ne sont pas de simples fruits de l'imagination ou de la fiction, elles reflètent notre soif éternelle de percer les mystères du passé, de toucher à la grandeur des civilisations anciennes et de comprendre comment vivaient et pensaient les hommes qui vivaient il y a des milliers d'années. L'un des mythes les plus populaires et les plus répandus liés à la pyramide de Khéops est l'hypothèse selon laquelle il ne s'agit pas simplement d'une tombe destinée à l'inhumation du pharaon, mais d'un dispositif complexe, doté d'une force énergétique particulière et capable de générer et de concentrer de l'énergie. Certains partisans de cette théorie estiment que la pyramide pourrait avoir été utilisée pour générer une sorte d'énergie et que sa forme et son orientation vers les points cardinaux ont une signification particulière, sacrée. Par exemple, de nombreux chercheurs notent que les proportions de la pyramide révèlent ce que l'on appelle le nombre d'or, une harmonie mathématique que l'on retrouve souvent dans la nature et l'architecture et qui est considérée comme un symbole de beauté et de perfection. Ces coïncidences surprenantes donnent naissance à diverses hypothèses et suppositions sur le fait que les anciens Égyptiens pourraient avoir possédé des connaissances et des technologies qui ont été perdues pour nous au fil du temps. Une autre énigme liée à la pyramide de Khéops reste la question de savoir pourquoi l'intérieur de la pyramide est pratiquement dépourvu de peintures traditionnelles, de bas-reliefs ou d'autres éléments décoratifs caractéristiques de la plupart des tombes et temples égyptiens. Aucune image de Dieu, aucune scène détaillée de l'au-delà, aucune prière dédiée au pharaon n'a été découverte dans les chambres intérieures de la pyramide. Cette absence totale de tout élément décoratif soulève de nombreuses questions et donne naissance aux suppositions les plus diverses. Il est possible que la pyramide ait eu une fonction rituelle particulière, inconnue des chercheurs modernes, ou que la décoration intérieure de la pyramide n'ait tout simplement pas été achevée pour une raison quelconque. Il existe également de nombreux mythes et légendes concernant les méthodes et les technologies utilisées lors de la construction de la pyramide de Khéops. L'une des hypothèses les plus audacieuses et les plus extravagantes suggère que la pyramide aurait été construite non pas par des hommes, mais par des représentants d'une civilisation extraterrestre possédant des connaissances et des technologies bien supérieures aux capacités des anciens Égyptiens. Les partisans de cette théorie soulignent souvent l'incroyable précision de l'assemblage des blocs de pierre, l'énorme masse de ces blocs et la complexité de leur transport et de leur levage à de grandes hauteurs, ce qui, selon eux, n'aurait pas été possible sans l'aide de technologies extraterrestres. Bien sûr, cette théorie n'est étayée par aucun fait scientifique ni aucune preuve et relève davantage de la science-fiction, mais elle ajoute à la pyramide un halo de mysticisme et de mystère, attirant encore plus l'attention sur elle. De nombreuses caméras cachées et passages secrets situés à l'intérieur de la pyramide et qui n'ont pas encore été entièrement explorés créent une intrigue particulière. Au 19e siècle, l'ingénieur britannique Howard Vyse a découvert plusieurs chambres de décharge situées au-dessus de la chambre funéraire du pharaon. On suppose que ces espaces étaient utilisés pour redistribuer le poids des blocs de pierre sous-jacents et réduire la pression sur la chambre funéraire afin d'empêcher son effondrement. Cependant,
Les technologies modernes, telles que la tomographie muonique, ont permis de découvrir de nouveaux vides et pièces cachées à l'intérieur de la pyramide, dont une immense pièce située au-dessus de la grande galerie. Les scientifiques débattent encore de sa destination et de ses fonctions. Cette Taoïs était-elle une autre chambre de décharge, une pièce secrète destinée à stocker des objets de valeur, ou a-t-elle une autre destination que nous ignorons? Des légendes et des mythes entourent également les trésors du pharaon Khéops. Dans l'Antiquité, l'opinion était largement répandue que le pharaon avait été enterré avec une richesse incroyable, comprenant une énorme quantité d'or, de pierres précieuses et d'artefacts rares, d'une grande valeur historique et culturelle. Cependant, malgré de nombreuses recherches, aucun de ces trésors n'a jamais été retrouvé. Certains chercheurs supposent que des voleurs ont pénétré dans la pyramide et l'ont pillée dès l'Antiquité, emportant avec eux tous les objets de valeur, mais d'autres pensent que les chambres secrètes, cachant ces richesses, restent encore à découvrir et qu'elles sont toujours intactes. Le lien de la pyramide de Khéops avec l'astronomie est un autre des grands mystères qui passionnent les scientifiques et les chercheurs. Certains chercheurs affirment que les 3 grandes pyramides, situées à Gizeh, sont construites de manière à correspondre à la disposition des 3 étoiles qui composent la ceinture d'Orion. Cette hypothèse est étayée par de nombreuses études qui montrent que les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à l'astronomie et aux observations astrologiques, qui jouaient un rôle important dans leur culture et leur religion. De plus, les conduites de ventilation, situées à l'intérieur de la pyramide, sont orientées de manière à coïncider avec la position de certaines étoiles, telles que Sirius et Alnitak, ce qui renforce encore le sentiment de lien entre la pyramide et les corps célestes. De nombreux mystères liés à la pyramide sont étroitement liés à la personnalité du pharaon Khufu. Malheureusement, nous ne disposons que de très peu d'informations fiables à son sujet. Les historiens débattent encore pour savoir s'il était un dirigeant despotique et cruel qui a forcé des milliers d'esclaves à construire la pyramide, ou un chef sage et juste qui a inspiré ses sujets à créer ce monument grandiose, destiné à immortaliser son nom à travers les siècles. Enfin, l'une des légendes les plus captivantes et les plus exaltantes raconte que la Grande Pyramide renferme des secrets capables de modifier radicalement notre compréhension de l'histoire de l'humanité et de bouleverser les idées reçues sur les civilisations antiques. Certaines personnes croient que des textes ou des artefacts anciens sont cachés à l'intérieur de la pyramide, contenant des connaissances perdues au fil du temps et révélant des mystères cachés au plus profond des âges. La pyramide de Khéops reste non seulement la plus grande réussite architecturale de l'Antiquité, mais aussi un symbole immortel de l'aspiration humaine à la connaissance, à la résolution des mystères et au dépassement des frontières de l'inconnu. Chaque nouvelle découverte archéologique et chaque nouvelle étude scientifique soulèvent de plus en plus de questions sur la pyramide de Khéops, ce qui en fait une énigme éternelle qui continue d'inspirer les chercheurs, les archéologues, les historiens et les simples rêveurs du monde entier, désireux de percer ses secrets. Laissant de côté les énigmes et les prouesses d'ingénierie de la grande pyramide de Khéops, nous nous transportons mentalement dans un monde tout à fait différent. Une oasis verdoyante qui, selon les légendes, s'élevait autrefois au milieu des sables infinis de l'ancienne Babylone. Les jardins suspendus de Sémiramis, considérés comme la 2e des 7 merveilles du monde, sont devenus le symbole du rêve humain éternel, d'une combinaison harmonieuse de nature et d'architecture, de la création d'un coin de paradis sur Terre. Mais ces jardins étaient-ils une réalité? Ont-ils réellement existé? Ou ne sont-ils qu'une belle légende née de l'imagination d'auteurs et de poètes antiques qui ont chanté leur beauté et leur splendeur? Les jardins étaient décrits comme une structure grandiose et majestueuse, composée de cascades de terrasses généreusement recouvertes de fleurs variées, d'arbres ombragés et de buissons luxuriants, qui donnaient aux spectateurs l'illusion qu'ils étaient suspendus dans les airs, flottant au-dessus du sol. Selon d'anciennes traditions, ces jardins ont été construits par le puissant roi Nabuchodonosor II au VIe siècle avant notre ère pour sa bien-aimée épouse Amytis, qui aspirait aux montagnes vertes et aux forêts de sa patrie, la Médie, située dans la partie nord de l'Iran moderne. Les jardins étaient censés non seulement embellir le palais du roi et ravir les yeux de son épouse, mais aussi symboliser la puissance inégalée du roi, qui avait réussi à soumettre la nature elle-même et à la faire servir sa volonté,
en créant un paradis artificiel au milieu d'un désert aride. Cependant, la première chose qui suscite de sérieux doutes quant à la réalité de l'existence des jardins suspendus de Sémiramis est l'absence totale de toute mention de ceux-ci dans les textes de Nabuchodonosor II lui-même et de ses contemporains. Les chroniques de cette période, y compris de nombreuses tablettes cunéiformes, relatent en détail la construction de palais, de temples, de murs de forteresses et d'autres structures à Babylone, mais ne font aucune mention de merveilleux jardins suspendus. Les premières descriptions des jardins n'apparaissent que plusieurs siècles plus tard, dans les écrits d'auteurs antiques tels que Strabon et Diodore de Sicile. Ces auteurs ont pu s'appuyer sur des légendes et des traditions orales transmises de génération en génération, ou sur des interprétations erronées d'anciens documents et archives historiques. Une autre question importante à prendre en compte lors de l'examen de la réalité des jardins suspendus est de savoir comment, dans les conditions d'un climat désertique chaud et aride, il aurait été possible de créer et de maintenir un système d'irrigation aussi complexe, nécessaire au maintien de la vie de nombreuses plantes. Selon les légendes, l'eau était acheminée vers les terrasses supérieures des jardins grâce à un mécanisme complexe ressemblant à une vis d'Archimède, un dispositif inventé par le scientifique grec antique Archimède et destiné à élever l'eau à une grande hauteur. Ce système devait constamment alimenter en eau les immenses terrasses remplies de milliers de plantes différentes, ce qui exigerait un niveau incroyable de connaissances et d'expérience dans le domaine de l'hydraulique et de l'ingénierie. Cependant, aucune preuve archéologique de l'existence d'un tel mécanisme à Babylone n'a été trouvée à ce jour. Il existe également une hypothèse alternative qui transfère l'emplacement des jardins suspendus de Babylone à Ninive, la capitale du puissant empire assyrien, située sur le territoire de l'Irak moderne. Certains historiens pensent que le créateur de ces jardins pourrait être le roi assyrien Sennacherib, qui était célèbre pour ses projets de construction ambitieux et ses prouesses d'ingénierie. À Ninive, des traces d'un système complexe de canaux et d'aqueducs ont effectivement été découvertes, qui auraient pu être utilisés pour irriguer des jardins et des parcs. Ces découvertes archéologiques rendent la version de l'existence de jardins suspendus à Ninive plus plausible et convaincante que la légende traditionnelle de Babylone. La question de l'origine du nom des jardins et de la raison pour laquelle ils portent le nom de Sémiramis est tout aussi mystérieuse et confuse. Sémiramis, en l'honneur de laquelle ils sont nommés, est une figure plus mythologique qu'historique, et son existence n'est confirmée par aucune source historique fiable. Son image incarne la force, la beauté, la sagesse et la vaillance militaire, mais aucune confirmation historique réelle de son existence n'a été trouvée à ce jour. Certains scientifiques pensent que le nom de Sémiramis pourrait avoir été attribué au jardin beaucoup plus tard, afin de les relier à l'image de la reine légendaire, connue pour sa beauté, sa sagesse et sa puissance, et ainsi donner aux jardins encore plus de notoriété et de popularité. Mais essayons d'en savoir un peu plus sur celle qui était Sémiramis, dont les jardins légendaires portent le nom. La figure de Sémiramis est enveloppée d'un épais voile de mythes et d'énigmes, ce qui en fait l'une des femmes les plus étonnantes et mystérieuses de l'Antiquité. Sémiramis, ou Shawmuramat, comme on l'appelait dans la Syrie, était en réalité une personnalité historique réelle, et pas seulement le fruit de l'imagination d'anciens écrivains. Elle était l'épouse du roi assyrien Shamshi-Adad-Fin, qui régna au IXe siècle avant notre ère. Après le décès prématuré de son mari, elle devint régente de son fils Adad-Nirari-III, assumant temporairement la direction de l'un des empires les plus puissants de l'époque, ce qui est déjà en soi un fait exceptionnel pour cette époque, où les femmes jouaient rarement un rôle actif dans la vie politique de la société. Cependant, son rôle historique et réel ne se limite pas à des faits et des chiffres secs. Les historiens grecs et romains, tels que Diodore de Sicile et Hérodote, ont transformé Sémiramis en une figure presque mythique, entourée d'un halo de légendes et de traditions. Dans leur description colorée et captivante, elle nous apparaît comme une femme sage, puissante et incroyablement belle, dont les exploits et les réalisations frisent la fiction. Son nom était étroitement lié à la fondation de la majestueuse Babylone et à la construction de ses célèbres murs, temples, palais et autres édifices remarquables. Beaucoup de gens croyaient qu'elle était l'inspiratrice, voire la créatrice directe, des jardins suspendus, qui furent ensuite reconnus comme l'une des 7 merveilles du monde. Sémiramis était également dépeinte dans les sources anciennes comme une commandante habile,
une stratège et une tacticienne talentueuse, qui a réussi à étendre les frontières de son empire par des conquêtes et des campagnes militaires. Selon une légende, elle a même tenté de conquérir la lointaine Inde, mais, confrontée à une résistance farouche de la part des habitants locaux, elle a été contrainte de se retirer. Dans d'autres récits des traditions, l'accent est mis sur sa sagesse, son intelligence et sa capacité à trouver une issue aux situations les plus complexes et les plus confuses, grâce auxquelles elle a réussi à rester au pouvoir dans un monde où régnaient des hommes forts et puissants. Les légendes sur ses origines ajoutent également à son mystère et à son secret. Selon une histoire, elle était la fille de la déesse Derketo, qui a abandonné sa fille nouveau-née à son sort. La petite fille, laissée sans les soins de sa mère, fut trouvée par un berger qui la nourrit et l'éleva, puis elle fut remarquée et prise comme épouse par un roi, frappé par sa beauté et son intelligence. Cette intrigue mythique a probablement été ajoutée à sa biographie beaucoup plus tard, afin de souligner son origine divine et sa grandeur exceptionnelle. Cependant, bon nombre de ses exploits et de ses réalisations, décrits en détail dans les textes anciens, ne sont pas confirmés par des données historiques et des découvertes archéologiques fiables. La plupart des historiens et des chercheurs modernes pensent que son rôle réel dans l'histoire était un peu plus modeste. En tant que régente de son jeune fils, elle a habilement géré l'État pendant une période d'instabilité politique et a renforcé le pouvoir de son fils, le préparant à son futur règne. Néanmoins, son nom est devenu au fil du temps un symbole de la force féminine, de la sagesse, de la beauté et de qualité de leadership exceptionnelle. Sémiramis est devenue une sorte d'image collective intégrant les traits de diverses femmes influentes et dirigeantes de l'Antiquité. Elle était et restera à jamais une légende, l'incarnation de la beauté, de l'intelligence, de la puissance et d'une volonté inflexible. Même si ses réalisations ont été quelque peu exagérées par les anciens historiens et écrivains, elle continue d'inspirer les gens aujourd'hui, restant un exemple frappant de la façon dont une légende peut surpasser la réalité et acquérir l'immortalité. À quoi auraient pu ressembler les jardins suspendus de Sémiramis s'ils avaient réellement existé? Les descriptions détaillées des jardins, conservées dans les écrits des auteurs anciens, inspirent les chercheurs et les artistes contemporains à créer leurs propres images et reconstitutions de cette légendaire merveille du monde. Bien qu'aucune preuve archéologique convaincante n'ait été trouvée à ce jour pour confirmer l'existence des jardins suspendus de Sémiramis, les reconstitutions basées sur les textes historiques conservés et les connaissances techniques de l'Antiquité permettent d'imaginer à quoi pouvait ressembler cette oasis verte, noyée dans les fleurs et la verdure. Imaginez une structure massive à plusieurs niveaux, construite en briques ou en pierre solide. Chaque terrasse, savamment soutenue par des colonnes robustes et des arcades élégantes, est recouverte d'une épaisse couche de terre fertile, suffisamment profonde pour cultiver non seulement des arbustes bas et des fleurs éclatantes, mais aussi de grands arbres, créant de l'ombre et de la fraîcheur. Les plantes ont été soigneusement sélectionnées et disposées de manière à ce que les cascades de verdure luxuriantes, descendant en douceur des terrasses supérieures, donnent aux spectateurs l'illusion de jardins suspendus, comme flottant dans l'air, défiant les lois de la gravité. Les terrasses étaient reliées entre elles par des escaliers ou des chemins inclinés, permettant aux habitants du palais et à leurs nombreux invités de se promener tranquillement au milieu de la végétation luxuriante, en appréciant la beauté et le parfum des fleurs. L'élément central de toute la composition du jardin était probablement un système d'approvisionnement en eau complexe et ingénieux. Les textes anciens décrivent un mécanisme astucieux qui acheminait l'eau du fleuve Euphrate, aux eaux abondantes, jusqu'au sommet de l'édifice. Il pourrait s'agir d'un mécanisme hélicoïdal, semblable à la vis d'Archimède, ou d'un système élaboré d'élévateurs d'eau remontant l'eau successivement vers les terrasses supérieures du jardin. L'eau s'écoulait ensuite en contrebas, par des cascades ou de petits ruisseaux, irriguant les plantes à chaque niveau et assurant leur survie. Le bruit de l'eau qui coule, murmurant doucement sur les pierres et les feuilles, créait une atmosphère de calme et de sérénité, emplissant les jardins des sons de la nature et emportant tous les soucis et les tracas. Les jardins offraient probablement un contraste saisissant et spectaculaire avec le paysage désertique environnant, où le sable, la pierre et le soleil brûlant dominaient.
La végétation qui ornait les jardins de Sémiramis pouvait comprendre une grande variété d'arbres et de fleurs exotiques importés de diverses régions, notamment de Médie, la patrie de la reine Amytis. Il est possible que des grenadiers, de sveltes cyprès, des palmiers dattiers, du jasmin odorant et de magnifiques roses figuraient parmi les plantes qui y poussaient, ajoutant au jardin non seulement de la beauté et de la diversité, mais aussi un parfum unique, emplissant l'air et ravissant l'odorat. L'asphalte et les briques cuites, caractéristiques de l'architecture babylonienne de l'époque, étaient utilisés pour renforcer les structures et assurer leur durabilité. Une couche d'isolation composée de pierres et de roseaux imprégnés de résine pouvait efficacement empêcher les fuites d'eau, ce qui était particulièrement important pour maintenir les terrasses en bon état et prévenir la destruction de l'ensemble de la construction. Les jardins étaient sans aucun doute entourés de hauts murs de palais, qui les protégeaient du soleil brûlant, des vents forts, des tempêtes de sable et des regards indiscrets des étrangers. Le soir, lorsque le soleil se couchait lentement à l'horizon, colorant le ciel de vives nuances dorées et pourpres, les jardins se remplissaient d'une lumière chaude et douce, les rendant encore plus majestueux et magnifiques. Peut-être que les jardins abritaient des fontaines savamment conçues, d'élégantes statues de dieux et de héros, ainsi que des bancs confortables pour se détendre, transformant ce lieu en un véritable paradis pour l'élite dirigeante de Babylone. Bien que tous ces détails ne restent que des hypothèses et des suppositions basées sur des sources historiques et des données archéologiques, les reconstitutions des jardins suspendus de Sémiramis nous permettent d'imaginer à quel point cette oasis merveilleuse et véritablement paradisiaque, créée par la main de l'homme, pouvait être grandiose et étonnante. Les jardins suspendus de Sémiramis, s'ils ont réellement existé, étaient non seulement un symbole impressionnant d'ingénierie et de génie architectural, mais aussi l'incarnation du rêve éternel de l'humanité d'harmonie avec la nature et de domination de ses éléments. Après la grandeur et les mystères des jardins suspendus de Sémiramis, nous voici transportés dans la Grèce antique, un pays de philosophie, d'art et d'un culte profond de ses dieux qui peuplaient l'Olympe. Au cœur de cette grande civilisation, dans la Sainte Olympie, se trouvait l'une des 7 merveilles du monde, la statue de Zeus, qui est devenue une incarnation brillante et impressionnante de la grandeur et de la puissance du Dieu suprême du panthéon grec. Le culte de Zeus occupait une place centrale dans la religion grecque antique. Il était considéré comme le dieu du ciel, du tonnerre et des éclairs, ainsi que comme le protecteur de l'ordre, de la justice et de la morale. Olympie, où se trouvait le principal sanctuaire de Zeus, est progressivement devenu le symbole de l'unité des cités grecques, malgré leurs fréquentes querelles et leurs guerres intestines. On y célébrait non seulement de nombreux rites religieux et sacrifices en l'honneur de Zeus, mais on y organisait également les célèbres Jeux olympiques qui se déroulaient tous les 4 ans en son honneur et qui attiraient des athlètes et des spectateurs de toute la Grèce. Ces Jeux servaient non seulement de plateforme pour les compétitions sportives et l'identification des athlètes les plus forts, mais ils constituaient également un acte important de vénération du Dieu suprême, soulignant l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme, ces idéaux éternels qui étaient fermement associés à l'image de Zeus dans l'esprit des anciens Grecs. La statue de Zeus, savamment créée par le célèbre sculpteur Phidias vers 435 ans avant notre ère, n'était pas seulement une œuvre d'art exceptionnelle, témoignant du talent et de la maîtrise des anciens artisans grecs. Elle est devenue le symbole du pouvoir absolu du Dieu sur le monde entier, l'incarnation visible de sa puissance et de sa grandeur. La hauteur de la statue était d'environ 12 mètres, ce qui en faisait l'une des sculptures les plus grandes et les plus impressionnantes du monde antique, frappant l'imagination de ses contemporains. Zeus était représenté majestueusement, assis sur un trône richement orné, sa figure imposante incarnant la grandeur, la force et la puissance inébranlables. Dans une main, il tenait une petite statuette de Nike, la déesse de la victoire, symbolisant le triomphe et la supériorité, et dans l'autre, un sceptre surmonté d'un aigle, qui était le symbole de son pouvoir illimité sur la terre et le ciel. Le trône lui-même sur lequel Zeus était assis était un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie et d'ébénisterie. Il était généreusement décoré d'ivoire, d'or pur, d'ébène précieux et de pierres précieuses étincelantes. Sur sa surface, Phidias a habilement représenté des scènes de la mythologie grecque, racontant la naissance et les actes de Zeus, soulignant ainsi l'origine divine du Dieu suprême
et ses glorieuses victoires sur les forces du chaos et des ténèbres. Cette combinaison habile de matériaux exquis, de travail délicat et de sculptures détaillées rendait la statue incroyablement impressionnante et fascinante, surtout en combinaison avec la lumière douce et diffuse qui coulait dans le temple à travers des éléments architecturaux savamment conçus. Pour les anciens Grecs, cette statue n'était pas seulement un objet de culte religieux, mais aussi l'incarnation de leur idéal de beauté, d'harmonie et de perfection. Elle symbolisait l'harmonie entre l'humain et le divin, montrant comment l'art peut refléter la grandeur des dieux et inspirer les gens à de grandes réalisations. La figure majestueuse de Zeus inspirait la crainte, la vénération et le profond respect, rappelant à tous son rôle de défenseur de la justice, de protecteur des arts et des sciences, ainsi que de protecteur de tout le peuple grec, l'unissant en un tout. Olympie est devenu un lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes, qui affluaient de tous les coins de la Grèce pour voir ce chef-d'œuvre inégalé et rendre hommage au Dieu suprême. La statue de Zeus inspirait les croyants, leur rappelant la force, la sagesse et l'unité des Hellènes, ainsi que l'importance de la religion et de la spiritualité dans leur vie. Pour les anciens Grecs, il ne s'agissait pas seulement d'une image de Dieu habilement réalisée, mais aussi d'un symbole de leur culture, de leur foi et de leur quête incessante de la perfection dans tous les domaines de la vie. La création de la statue de Zeus à Olympie est devenue l'un des projets les plus complexes et les plus ambitieux de l'Antiquité, qui a démontré l'incroyable maîtrise, le talent et le génie artistique des sculpteurs grecs anciens. Phidias, maître reconnu de son temps, a utilisé des techniques artistiques et d'ingénierie uniques pour créer non pas une simple statue, mais une image vivante qui inspirerait la vénération, le respect et rappellerait la force et la grandeur divine de Zeus. La base de toute la sculpture était une solide structure en bois qui servait de squelette pour la fixation d'autres matériaux plus précieux. Pour renforcer la construction et assurer sa durabilité, des inserts et des joints spéciaux ont été utilisés, soigneusement traités avec des composés hydrofuges pour empêcher la destruction du bois sous l'effet de l'humidité. La structure était habilement dissimulée sous des couches d'or pur et d'ivoire très fin, créant un aspect extérieur unique à la statue et frappant l'imagination des spectateurs. L'ivoire utilisé pour créer le visage, les mains et d'autres parties du corps de Zeus a été traité avec un soin et une attention exceptionnels afin de reproduire le plus fidèlement possible la texture, la teinte et l'éclat délicat de la peau humaine. Pour donner plus d'éclat et de brillance aux vêtements de Zeus, des feuilles d'or pur très fines ont été utilisées, fabriquées à l'aide d'une technologie de dorure complexe. Ce matériau précieux symbolisait l'éclat divin, et chaque détail de son armure luxueuse, de ses sandales élégantes et de sa cape flottante était habilement orné de petits motifs qui renforçaient la sensation de richesse, de pouvoir et de puissance inébranlable. Les dessins et les motifs sur les vêtements représentaient des scènes de la mythologie grecque, notamment des scènes passionnantes de la bataille des dieux et des titans, soulignant ainsi la nature victorieuse de Zeus et son triomphe sur les forces du chaos. Le trône sur lequel Zeus était assis n'était pas simplement un socle ou un siège, mais une œuvre d'art à part entière, digne d'admiration. Il était habilement incrusté d'ébènes précieux et orné d'inserts en or étincelant, en argent pur et en pierres précieuses brillantes, qui reflétaient la lumière et créaient un effet fascinant. Sur le dossier et les accoudoirs du trône, Phidias a créé des sculptures finement réalisées de créatures mythologiques, telles que de puissants centaures et de majestueux griffons, ainsi que des symboles de pouvoir et de force, comme l'aigle, qui était le symbole de Zeus, et ses redoutables éclairs. Chacune de ces sculptures n'était pas simplement un élément décoratif ornant le trône, mais racontait une histoire reliant Zeus à son rôle de Dieu suprême et de souverain de l'Olympe. Une attention particulière a été accordée aux détails de la statue, qui soulignait sa grandeur et sa perfection. Les yeux de Zeus, habilement réalisés en pierres précieuses, semblaient s'animer lorsqu'ils étaient touchés par des rayons de lumière, et la statuette de Niké dans la main du dieu paraissait si fine et si travaillée que beaucoup la considéraient comme une œuvre d'art distincte, méritant l'admiration. Le sceptre que Zeus tenait dans sa deuxième main était orné d'émeraudes étincelantes et incrusté de motifs complexes, symbolisant le lien indissoluble du dieu avec le ciel et la terre, son pouvoir sur tous les éléments.
Une attention particulière a été accordée à la façon dont la statue était perçue dans l'espace du temple. La lumière pénétrant à travers les fenêtres était soigneusement planifiée pour éclairer la figure majestueuse de Zeus de telle manière qu'il apparaisse rayonnant, vivant et rempli de force divine. Cet effet était renforcé par la réflexion de la lumière sur les surfaces dorées et en ivoire, créant dans le temple une atmosphère mystique et élevée, propice à la prière et à l'adoration. L'atelier de Phidias à Olympie, où la statue de Zeus a été créée, était équipé des dernières technologies de l'époque et constituait une entreprise de production avancée. Les meilleurs artisans y travaillaient, s'occupant du traitement des métaux précieux, de l'ivoire, des essences de bois rares et des pierres précieuses. Les vestiges de moules et d'outils mis au jour par les archéologues dans cet atelier témoignent de la nature laborieuse, méticuleuse et précise du processus de création de la statue de Zeus. L'histoire de la statue de Zeus à Olympie s'est achevée de manière tragique et reste à ce jour une énigme que chercheurs et historiens de l'art tentent de résoudre. Ce chef-d'œuvre de l'art antique, conçu pour glorifier le dieu suprême des anciens Grecs, a traversé des siècles d'admiration et de vénération, mais a finalement disparu, ne laissant derrière lui que des souvenirs, des légendes et de rares témoignages historiques. Pendant plusieurs siècles, la statue de Zeus a orné le temple d'Olympie, attirant des milliers de pèlerins de toute la Grèce et d'autres régions de la Méditerranée. Elle était non seulement un objet religieux, mais aussi un symbole de la grandeur culturelle et de l'épanouissement de la civilisation hellénique. Cependant, avec le déclin des Jeux olympiques et l'interdiction des rites païens en 394 après Jésus-Christ, sur ordre de l'empereur Théodose Ier, le temple de Zeus a progressivement perdu de son importance. Au fil du temps, ces structures ont commencé à se dégrader, laissant la majestueuse statue de Zeus sans protection ni entretien adéquat. Le sort de la statue elle-même reste un sujet de discussion et de controverse parmi les historiens. L'une des versions les plus répandues et les plus plausibles est qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, la statue a été transférée à Constantinople, la capitale du puissant empire romain d'Orient. Là, elle aurait été installée dans le palais de l'un des empereurs afin de continuer à inspirer les gens par sa beauté et sa grandeur surnaturelle, leur rappelant la grandeur passée de la Grèce antique. Cependant, en 475, un grand incendie s'est déclaré à Constantinople, ravageant une grande partie de la ville et détruisant de nombreux bâtiments et œuvres d'art de valeur, y compris, selon toute vraisemblance, la magnifique statue de Zeus. Cet incendie destructeur est considéré comme l'une des causes les plus probables de sa disparition définitive de la surface de la Terre. D'autres chercheurs, adhérant à un point de vue alternatif, supposent que la statue aurait pu rester à Olympie et être détruite à la suite de nombreuses catastrophes naturelles qui se sont abattues sur cette région. Les tremblements de terre, qui se sont produits à plusieurs reprises dans la région, ont non seulement détruit le temple de Zeus, mais aussi les bâtiments environnants, les réduisant en ruines. Si la statue était effectivement restée à son emplacement d'origine, elle aurait très bien pu être endommagée ou complètement détruite sous les décombres du temple effondré. Il existe également une version selon laquelle la statue a été vandalisée et détruite par des fanatiques chrétiens qui, à la fin de l'Antiquité, cherchaient à éradiquer le paganisme et à détruire tous les symboles et attributs de la religion païenne. L'or et l'ivoire, généreusement utilisés dans sa création, ont pu être pillés, refondus et réutilisés à d'autres fins, ce qui a également pu contribuer à sa disparition et à son oubli. Les découvertes archéologiques faites dans l'atelier de Phidias, où la statue a été créée, permettent aux scientifiques de reconstituer certains détails de son apparence, des matériaux utilisés et des techniques de fabrication. Cependant, malheureusement, aucun fragment physique de la statue de Zeus elle-même n'a été retrouvé, ce qui en fait l'une des pertes les plus importantes et irréparables du patrimoine culturel mondial. Aujourd'hui, nous ne pouvons voir que les ruines pittoresques du temple de Zeus à Olympie, qui fut jadis une demeure majestueuse pour cette magnifique sculpture qui frappait l'imagination de ses contemporains. Néanmoins, sa mémoire continue de vivre grâce aux textes antiques conservés, aux descriptions détaillées des anciens voyageurs et aux reconstitutions impressionnantes créées par les artistes contemporains. La disparition de la statue de Zeus est devenue un triste symbole de la façon dont même les plus grandes créations artistiques, nées du génie de l'homme, peuvent être irrémédiablement perdues sous l'effet implacable du temps,
ne laissant derrière elle que de vagues souvenirs, est une inspiration pour les générations futures. Après la grandeur de la statue de Zeus à Olympie, qui était un symbole éclatant de la force, de la sagesse et de la magnificence du Dieu suprême, nous nous transportons en Asie mineure, dans l'ancienne et prospère ville d'Éphèse, pour découvrir une autre célèbre merveille du monde, le temple d'Artémis d'Éphèse. Ce temple grandiose, dédié à la déesse de la nature, de la chasse, de la fertilité et protectrice de tout ce qui vit, n'était pas seulement un objet religieux destiné au culte des dieux. Il est devenu une incarnation éclatante et impressionnante du haut niveau de maîtrise artistique et d'ingénierie atteint par les anciens Grecs, et était également un centre important de la vie culturelle, économique et politique du monde antique. Le temple d'Artémis était à juste titre considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, principalement en raison de ses dimensions énormes, de sa grandeur et de la splendeur de son décor architectural. Construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, il est devenu le plus grand temple de son temps, dépassant de loin en taille même le célèbre Parthénon situé à Athènes. C'était un édifice de dimension incroyable qui frappait l'imagination de ses contemporains. La longueur du temple dépassait 115 mètres, sa largeur était d'environ 55 mètres et la hauteur des colonnes atteignait 20 mètres. Au total, le temple était soutenu par 127 colonnes habilement disposées sur plusieurs rangées, ce qui donnait aux visiteurs l'impression de se trouver dans une forêt grandiose, composée d'arbres de marbre. Ces colonnes majestueuses ne servaient pas seulement de support au toit du temple, mais symbolisaient également l'harmonie entre la nature et l'art humain, soulignant le lien de la déesse Artémis avec le monde environnant. Cependant, ce n'était pas seulement sa taille imposante qui rendait le temple d'Artémis si spécial et attrayant pour les gens. Son importance pour les habitants d'Éphèse et de tout le monde grec était véritablement immense et inestimable. Artémis était l'une des déesses les plus vénérées et les plus aimées du panthéon grec, incarnant la fertilité, la protection des femmes, la protection des animaux sauvages et l'harmonie avec la nature environnante. Éphèse était considérée comme sa ville sainte, et le temple comme un lieu où la déesse manifestait sa force et sa miséricorde, offrant aide et soutien à tous ceux qui en avaient besoin. Les habitants de la ville croyaient sincèrement qu'Artémis les protégeait de toutes sortes de calamités, de maladies et de malheurs, et leur accordait également prospérité, bien-être et abondance. Le temple d'Artémis est très vite devenu un lieu de pèlerinage pour les gens de toute la Grèce et d'autres régions de la Méditerranée, qui venaient y apporter de généreux dons à la déesse et lui rendre les honneurs qui lui étaient dus. Le temple d'Artémis n'était pas seulement un centre religieux important, mais aussi un symbole culturel significatif. Sa construction, son entretien et son renouvellement régulier témoignaient de la richesse, de la prospérité et de la puissance d'Éphèse, faisant de la ville l'un des principaux centres de commerce et d'artisanat de toute la Méditerranée. Des marchands, des artisans, des artistes, des scientifiques et des voyageurs affluaient ici depuis les 4 coins du monde, apportant leurs marchandises, leurs connaissances, de nouvelles idées et coutumes. Ainsi, le temple est devenu un nœud important reliant différentes cultures et régions, renforçant le rôle d'Éphèse en tant que centre international prospère, ouvert à tout ce qui était nouveau et avancé. L'emplacement unique du temple soulignait également son importance particulière et son lien avec la nature. Il a été construit sur un terrain marécageux, ce qui exigeait en soi des constructeurs une ingéniosité incroyable, une maîtrise de l'ingénierie et l'application de technologies de pointe. Un tel emplacement inhabituel n'a pas été choisi par hasard. Il symbolisait le lien étroit d'Artémis avec la nature, son pouvoir illimité sur la terre et l'eau, ainsi que sa capacité à protéger tout ce qui vit. Le sol marécageux, comme on le pensait dans l'Antiquité, protégeait le temple des tremblements de terre destructeurs qui se produisaient fréquemment dans cette région, ce qui confirmait la force mythologique de la déesse protégeant son sanctuaire sacré. Mais le plus important, ce qui faisait du temple d'Artémis l'une des 7 merveilles du monde, était sa profonde signification symbolique pour les anciens. Ce lieu incarnait non seulement la maîtrise architecturale et technique, mais aussi une foi profonde en la déesse, qui incarnait l'espoir, la protection, la fertilité et la prospérité. Les gens venaient ici non seulement pour accomplir des rites religieux et faire des sacrifices, mais aussi pour sentir le contact avec quelque chose de grand, de divin et d'intemporel.
Le temple d'Artémis à Éphèse était non seulement grandiose par ses dimensions, mais aussi étonnant par sa beauté, l'élégance de ses solutions architecturales et la richesse de sa décoration intérieure. Ses constructeurs et sculpteurs ont utilisé les méthodes les plus novatrices et les matériaux les plus raffinés pour créer un temple qui est devenu par la suite un symbole de la perfection de l'architecture grecque antique et un modèle à suivre. Le temple était dédié à Artémis, l'une des déesses les plus vénérées et les plus aimées du panthéon grec. Elle incarnait la nature, la chasse, la fertilité et la protection des femmes, notamment pendant la grossesse et l'accouchement. Artémis était la déesse vers laquelle on se tournait pour obtenir de l'aide pour la naissance d'enfants en bonne santé et la protection des jeunes filles, et son lien étroit avec la nature était souligné par l'image d'une chasseresse entourée d'animaux sauvages. À Éphèse, elle était particulièrement vénérée comme déesse de la fertilité et généreuse protectrice de la ville, associant son nom à l'abondance et à la prospérité de la région. Ce sont ces aspects de son culte qui ont trouvé leur expression la plus vive dans l'architecture, la décoration sculpturale et l'ornementation du temple. Le temple a été construit dans le style ionique élégant, connu pour son élégance, ses proportions harmonieuses et son décor raffiné. Ses colonnes massives, atteignant une hauteur d'environ 20 mètres, non seulement soutenaient solidement le toit du temple, mais créaient également chez les visiteurs une sensation de légèreté, d'aération et d'harmonie étonnante. Au total, le temple comptait 127 colonnes, chacune étant habilement recouverte de sculptures représentant des scènes mythologiques, des motifs complexes et des symboles étroitement liés à la déesse Artémis et à son culte. Certaines de ces colonnes étaient si finement décorées par des sculpteurs et des graveurs de talent qu'elles étaient considérées comme des œuvres d'art à part entière et suscitaient l'admiration de tous ceux qui les voyaient. La partie principale du temple a été construite en marbre blanc étincelant, ce qui lui conférait une splendeur et un éclat particulier sous les rayons du soleil éclatant. Des matériaux précieux tels que l'or pur et l'ivoire précieux ont été utilisés pour créer certains détails décoratifs, ce qui soulignait la richesse, la prospérité et la grandeur de la ville d'Éphèse. Les panneaux sculptés avec art qui ornaient les murs, les portiques et les autres éléments du temple représentaient des scènes mythologiques liées à Artémis, à sa chasse, à la nature et à ses nombreux exploits. Ces magnifiques bas-reliefs n'embellissaient pas seulement le temple, ils servaient aussi d'illustration aux histoires et légendes bien connues de tous ceux qui le visitaient. La statue majestueuse d'Artémis d'Éphèse occupait une place centrale dans le temple et constituait en elle-même un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie et de sculpture. Elle était faite d'or pur et d'ivoire précieux, et ses vêtements étaient richement ornés de représentations d'animaux et de symboles de fertilité, tels que des abeilles travailleuses, des cerfs nobles et d'autres animaux sacrés. Cela soulignait clairement le lien étroit de la déesse avec la nature et son rôle de protectrice de toute vie sur Terre. D'après de nombreuses descriptions, la statue avait une apparence solennelle et majestueuse, inspirant la crainte, la vénération et un profond respect à tous ceux qui entraient dans le temple. Une autre caractéristique unique et mémorable du temple était son toit savamment conçu. Il était recouvert de tuiles de terre cuites résistantes et orné d'éléments sculpturaux raffinés, tels que des acrotères, ces figures décoratives placées sur les bords et au point culminant du toit. Ces sculptures, représentant des créatures mythologiques, des dieux et des symboles associés à Artémis, ajoutaient encore à la richesse décorative, à l'élégance et à la grandeur du temple. Une attention particulière a été accordée à l'emplacement du temple et à son intégration harmonieuse dans le paysage environnant. Il a été construit de manière à s'intégrer naturellement dans le paysage, soulignant ainsi le lien entre l'homme et la nature. Le temple s'élevait majestueusement sur une base en marbre massive qui non seulement le protégeait des effets destructeurs de l'humidité provenant du sol marécageux, mais lui conférait également une stabilité supplémentaire. Cette bavaille en elle-même était ornée de sculptures raffinées et servait de transition symbolique entre la terre ordinaire et le territoire sacré dédié à la déesse Artémis. L'intérieur du temple n'était pas moins impressionnant que son extérieur. L'espace intérieur était soigneusement conçu de manière à diriger le regard de chaque visiteur directement vers la statue majestueuse d'Artémis. La lumière qui pénétrait dans le temple par les fenêtres habilement placées en hauteur dans les murs créait un effet de douce lueur mystérieuse qui semblait émaner de la statue elle-même, lui donnant une apparence divine.
Le sol du temple était recouvert de dalles de marbre polies, dont certaines étaient savamment incrustées de pierres précieuses, ce qui ajoutait encore au luxe, à la richesse et à la splendeur de l'intérieur. Ce chef-d'œuvre de l'architecture antique a été détruit à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il a été restauré avec une persévérance et un dévouement incroyables par les habitants d'Éphèse, ce qui reflétait non seulement le grand talent des constructeurs et des architectes, mais aussi le dévouement profond et sincère des Éphésiens à leur déesse bien-aimée. La première destruction importante a eu lieu en 356 avant notre ère, lorsque le temple a été incendié par Érostrate, un homme ambitieux qui cherchait à immortaliser son nom dans l'histoire en détruisant l'une des plus grandes structures du monde. Cet acte de vandalisme insensé a détruit une grande partie du temple, y compris ses éléments en bois finement travaillés, son toit solide, et a endommagé la précieuse statue d'Artémis. Cet acte barbare a provoqué une immense colère et une indignation chez les habitants d'Éphèse et dans tout le monde grec, qui l'ont considéré comme un sacrilège et un manque de respect envers les dieux. Le nom d'Érostrate a été maudit à jamais, et on a tenté de l'effacer de l'histoire en interdisant même de le mentionner, afin de ne pas lui donner la possibilité d'atteindre son objectif et de devenir célèbre. Cependant, au lieu de laisser le lieu sacré en ruine et de pleurer la perte, les habitants d'Éphèse, remplis de détermination et de foi, ont décidé de reconstruire le temple, le rendant encore plus luxueux, majestueux et beau qu'auparavant. Grâce aux généreux dons recueillis dans toute la Grèce, ainsi qu'au soutien financier d'Alexandre le Grand lui-même, le temple a été reconstruit et a brillé de nouvelles splendeurs. Le nouveau temple est devenu encore plus majestueux que son prédécesseur, avec des décorations encore plus exquises, de magnifiques œuvres d'art et une construction améliorée capable de résister aux forts tremblements de terre. Cette restauration grandiose est devenue un symbole éclatant de persévérance, de foi inébranlable et de résilience culturelle, prouvant au monde entier que la culture et la religion sont capables de surmonter même les épreuves, les difficultés et les destructions les plus graves. Mais malheureusement, la tragédie n'a pas épargné le temple au cours des siècles suivants. Au IIIe siècle de notre ère, la ville prospère d'Éphèse a subi une attaque brutale de Goths belliqueux, qui ont pillé et incendié la ville, détruisant de nombreux bâtiments, dont le magnifique temple d'Artémis. Cet événement malheureux a marqué un tournant dans l'histoire du temple, car il n'a plus été reconstruit dans son intégralité et sa splendeur. À cette époque, l'influence du christianisme dans la région s'était considérablement accrue, et le culte d'Artémis a commencé à s'estomper progressivement, cédant la place à de nouvelles croyances religieuses. Les parties du temple qui restaient après les destructions ont été utilisées comme matériaux de construction pour ériger de nouveaux bâtiments, notamment des églises chrétiennes, dont la célèbre basilique Sainte-Sophie à Constantinople, symbole de la victoire du christianisme sur le paganisme. La destruction définitive du temple est le résultat de nombreuses catastrophes naturelles qui ont frappé la région. Les tremblements de terre qui ont secoué la région à plusieurs reprises ont définitivement détruit les vestiges du temple, le transformant en un amas de ruines et de débris. Au VIe siècle de notre ère, le lieu où s'élevait autrefois l'une des plus grandes merveilles du monde s'est transformé en ruines abandonnées et délaissées. Malgré cela, la mémoire du temple d'Artémis a continué de vivre dans de nombreux textes antiques, des légendes colorées et des traditions. Au XIXe siècle, des archéologues européens ont commencé des fouilles à Éphèse et ont découvert les vestiges des fondations solides du temple, ainsi que des fragments de ses colonnes massives, de ses sculptures finement réalisées et d'autres décorations. Ces précieuses découvertes ont permis aux scientifiques de reconstituer une idée générale de sa grandeur, de ses dimensions et de son importance pour le monde antique. Aujourd'hui, le lieu où se dressait autrefois le magnifique temple d'Artémis attire des voyageurs curieux du monde entier, désireux de toucher l'histoire et la culture ancienne. Le site où s'élevait autrefois majestueusement le temple d'Artémis à Éphèse est actuellement une zone archéologique située près de la ville moderne de Selçuk en Turquie. C'est l'un des sites les plus célèbres et les plus visités du monde antique, bien qu'il ne reste du temple lui-même que des ruines pittoresques. Les touristes modernes peuvent voir les traces de fondations solides, plusieurs colonnes partiellement restaurées et des fragments épars de blocs de marbre qui rappellent avec éloquence l'édifice autrefois majestueux qui émerveillait l'imagination de ses contemporains. Passant de la grandeur et de la beauté du temple d'Artémis à Éphèse,
Nous nous transportons mentalement dans la ville animée d'Halikarnasse, située sur la côte pittoresque de la mer Égée, l'actuel Bodrum en Turquie. C'est ici que se trouvait une autre merveille du monde, mondialement connue, le mausolée majestueux et luxueux, construit en l'honneur du roi Mausolée et de son épouse bien-aimée, Artémis II. Ce monument est devenu non seulement un symbole d'amour éternel, de dévouement et de fidélité conjugale, mais aussi une incarnation impressionnante des ambitions et des aspirations des souverains, désireux de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire et la mémoire de la postérité. Mausolée, roi talentueux de Carie, a régné au IVe siècle avant notre ère. Ses possessions étaient sous la forte influence du puissant empire perse, mais il était en réalité un souverain indépendant, naviguant habilement entre les intérêts des grandes puissances de son époque. Mausolée était un homme politique exceptionnel, un diplomate habile et un stratège talentueux. Il a réussi à consolider son pouvoir, à étendre considérablement les frontières de la Carie et à transformer la modeste Halikarnasse en un centre culturel, économique et politique prospère, attirant des commerçants, des artisans et des scientifiques du monde entier. L'une de ses principales réalisations a été la décision judicieuse de transférer la capitale de la Carie à Halikarnasse, ville en plein essor, où il a entrepris de grands travaux de construction, notamment de puissantes fortifications, des palais luxueux et bien sûr le majestueux mausolée, qui deviendra plus tard légendaire et immortalisera son nom à travers les siècles. Cependant, Mausolée était connu non seulement pour son activité politique intense, mais aussi pour ses relations étroites et confiantes avec sa femme et sœur bien-aimée, Artémis II. Dans l'Antiquité, les mariages entre proches parents au sein des familles nobles et influentes n'étaient pas inhabituels et étaient considérés comme un moyen de préserver le pouvoir et la richesse. Et cette union était non seulement familiale, mais aussi un acte politique important. Artémis n'était pas seulement la fidèle compagne de vie de Mausolée, mais aussi son partenaire à part entière dans la gestion de l'État. Elle se distinguait par son esprit vif, son niveau d'éducation élevé et son désir sincère de renforcer la grandeur de la Carie et d'améliorer le bien-être de ses habitants. Ensemble, ils ont créé un riche héritage culturel qui a émerveillé leurs contemporains et la postérité, contribuant énormément au développement des arts, des sciences et de l'architecture. Lorsque Mausolée est décédé de manière inattendue en 353 avant notre ère, Artémis a été inconsolable et profondément dévastée par cette perte irréparable. Afin d'immortaliser la mémoire de son mari bien-aimé et d'exprimer son amour, son amour, son chagrin et son dévouement infini, elle a pris la décision de construire un mausolée grandiose et luxueux qui devait surpasser toutes les constructions existantes. Ce monument devait non seulement devenir un lieu de sépulture, mais aussi symboliser la grandeur de Mausolée, sa sagesse, sa bravoure, sa justice et la prospérité de la Carie sous sa direction habile. Les légendes racontent qu'Artémis était si profondément affligée par la perte de son mari bien-aimé qu'elle a même bu les cendres de Mausolée, mélangées à du vin coûteux, afin de toujours porter une partie de lui avec elle et de sentir sa présence à ses côtés. Bien que ce fait puisse être quelque peu exagéré, il souligne la profondeur de son chagrin, sa dévotion et son amour infini pour son défunt mari. Pour la construction de cet exceptionnel mausolée, Artémis fit appel aux meilleurs artisans et architectes de son époque, dont Satyros et Pythéos, ainsi qu'aux célèbres sculpteurs Scopas, Bryaxis, Léocharès et Timothée, réputés pour leur talent et leur savoir-faire. Chacun d'eux apporta sa contribution unique à la création de cette merveille du monde, combinant habilement des éléments d'architecture grecque, carienne et perse, créant ainsi un style unique et incomparable. Artémis n'assura pas seulement la direction générale de la construction, mais elle contrôla personnellement chaque étape afin de s'assurer que le mausolée soit une commémoration digne de son mari et reflète toute sa gloire et sa grandeur. Le mausolée d'Halikarnasse n'était pas simplement une tombe destinée à abriter les restes du roi Mausolée, il devint un symbole impressionnant d'amour, de dévotion, d'ambition, de synthèse culturelle et de haut niveau de développement de l'art et de l'architecture. Son design unique et son exécution magistrale ont jeté les bases de la création de futurs chefs-d'œuvre architecturaux et ont immortalisé le nom de Mausolée dans l'histoire, donnant son nom à tous les monuments funéraires monumentaux qui suivirent.
Artémise est entrée à jamais dans l'histoire comme une femme capable de transformer son profond chagrin en une œuvre d'art grandiose, célébrant l'amour et l'immortalité. Le mausolée d'Halicarnasse devint non seulement le dernier lieu de repos du roi Mausolée et de son épouse bien-aimée Artémise, mais aussi un chef-d'œuvre architectural exceptionnel qui impressionna ses contemporains par sa construction unique, son décor raffiné et sa riche ornementation sculpturale. Sa conception originale combinait habilement des éléments d'architecture grecque, carienne et perse, symbolisant la diversité de la culture carienne et ses liens étroits avec différentes civilisations. La hauteur du majestueux mausolée était d'environ 45 mètres, ce qui en faisait l'un des bâtiments les plus hauts et les plus remarquables de son époque, dominant la ville et attirant les regards admiratifs. Il reposait sur une base rectangulaire, solide et massive, construite en marbre blanc étincelant, extrait des carrières locales. La base, qui était une plateforme à gradins, symbolisait la force, la fiabilité, la stabilité et la grandeur, créant une base puissante et imposante pour l'ensemble de la structure, capable de résister à toutes les épreuves du temps. Au-dessus de la base s'élevaient fièrement des rangées de colonnes élégantes, habilement réalisées dans le style ionique raffiné qui entourait le tombeau de tous les côtés. Au total, 36 colonnes soutenaient non seulement le toit, mais créant également un effet visuel de légèreté, d'aération et de grâce subtile. Entre les colonnes se trouvaient des panneaux décoratifs finement sculptés, avec des bas-reliefs représentant des scènes de la mythologie grecque et carienne, des scènes de chasse, de bataille et de grands exploits de héros, soulignant l'idée de la grandeur divine de Mausolée et de sa proximité avec les dieux. Le toit pyramidal unique du mausolée, qui lui donnait un aspect incomparable, attirait particulièrement l'attention. Il était composé de 24 couches étagées qui convergeaient progressivement vers le sommet, couronnées d'une majestueuse composition sculpturale représentant un char avec 4 chevaux attelés. Cette figure impressionnante, habilement réalisée en marbre blanc, symbolisait le triomphe, le pouvoir, la puissance et la grandeur de Mausolée, glorifiant ses réalisations et sa mémoire immortelle. Le char, conduit par Mausolée lui-même, était l'expression de son pouvoir illimité, de sa supériorité et de son immortalité éternelle, comme s'il partait pour un voyage infini qui se poursuivait après sa mort. La décoration sculpturale du mausolée méritait une admiration particulière et une description détaillée. 4 sculpteurs célèbres et talentueux de leur époque, Scopas, Bryaxis, Léocharès et Timothée, ont travaillé à la décoration des différentes faces du bâtiment, créant des scènes uniques qui reflétaient non seulement les principales étapes de la vie de Mausolée et d'Artémise, mais aussi leur riche héritage culturel, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Parmi les images les plus connues et les plus impressionnantes, on trouve des scènes de la bataille des Amazones, des batailles navales épiques, et des scènes avec des dieux et des héros mythologiques. Chaque face du mausolée avait son propre style unique, reflétant le savoir-faire individuel, le talent et la vision artistique de chacun de ses maîtres exceptionnels. La figure centrale de l'ensemble de la décoration était une statue majestueuse de Mausolée et d'Artémise, réalisée en taille réelle et les représentant ensemble. Ces représentations sculpturales étaient placées au sommet du mausolée, dominant la ville, et soulignant leur rôle de puissants souverains, dignes d'adoration et de mémoire éternelle. Les détails des sculptures, notamment les plis élégants des vêtements, les visages expressifs et le dynamisme des poses, témoignent de l'extraordinaire savoir-faire des sculpteurs de l'époque, qui ont atteint un niveau de perfection incroyable dans leur art. Bien que le magnifique mausolée d'Halicarnasse soit détruit depuis longtemps et ait pratiquement disparu de la surface de la Terre, certaines parties de cet édifice exceptionnel ont survécu et nous donnent une idée de sa grandeur, de sa beauté et de sa splendeur passée. Grâce à ces précieuses découvertes, les archéologues et les historiens modernes peuvent comprendre comment le tombeau était organisé, apprécier le génie de l'ingénierie, le talent et le grand savoir-faire des anciens architectes et sculpteurs. L'un des fragments les plus précieux et les mieux conservés est constitué de parties des compositions sculpturales qui ornaient le mausolée. Elles ont été découvertes lors de fouilles archéologiques au 19e siècle et sont actuellement conservées avec soin au British Museum de Londres, où elles constituent des pièces de collection d'une valeur inestimable. Parmi elles, on trouve des panneaux de relief finement sculptés représentant des batailles acharnées d'Amazone,
des scènes maritimes captivantes et des créatures mythiques qui frappent l'imagination par leur réalisme. Ces détails témoignent non seulement de la haute maîtrise artistique de l'époque, mais révèlent également le contexte culturel dans lequel le mausolée a été créé, reflétant les conceptions du monde, de la morale et des valeurs de l'époque. Les sujets des reliefs reflètent des conceptions de la force, du pouvoir et de la puissance du roi Mosol et de son entourage le plus proche, et montrent également à quel point les thèmes de la guerre et de l'héroïsme étaient appréciés dans l'ancienne Carie. Les fragments de colonnes et les détails architecturaux qui ont conservé à leur surface des traces de peinture vive et de sculptures délicates sont d'une importance et d'une valeur particulière pour les chercheurs, car ils leur permettent de reconstituer l'aspect original de la structure. Ces précieux éléments confirment que le mausolée combinait plusieurs styles architecturaux différents, grecs, cariens et perses, représentant une synthèse unique de cultures. Par exemple, les chapiteaux d'ordre ionique bien conservés témoignent de la forte influence de l'architecture grecque classique, tandis que certains motifs décoratifs indiquent une influence perse notable, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la proximité géographique de la Perse et des liens culturels étroits entre ces régions. Cela souligne clairement le statut particulier d'Halicarnasse en tant que carrefour culturel unique, où les traditions de l'Orient et de l'Occident s'entremêlaient étroitement, créant une atmosphère unique et incomparable. Il existe également certaines données sur le toit pyramidal du mausolée, qui était sa caractéristique distinctive. Une partie de la maçonnerie étagée a été découverte et, selon la plupart des chercheurs, elle faisait partie de ce toit majestueux qui couronnait l'ensemble de la structure. Elle démontre clairement à quel point l'idée de créer une immense pyramide au-dessus de la colonnade, couronnée d'une sculpture finement réalisée d'un char conduit par le roi Mausolée, était ambitieuse, vaste et audacieuse. Une autre source d'informations importante sur le mausolée est constituée des témoignages écrits d'auteurs antiques tels que Vitruve et Pline l'Ancien, ainsi que de chroniqueurs et de voyageurs plus tardifs qui ont visité Halicarnasse. Leurs descriptions détaillées, complétées par des découvertes archéologiques et de nombreux fragments, nous permettent de reconstituer l'aspect général de cet édifice exceptionnel et de comprendre le rôle important qu'il a joué dans la vie de la ville florissante d'Halicarnasse. Rassemblés, les fragments conservés et les descriptions écrites forment une image cohérente du mausolée d'Halicarnasse en tant que chef-d'œuvre exceptionnel d'art et d'ingénierie. Ils nous aident à prendre conscience du niveau élevé de savoir-faire des anciens architectes et sculpteurs et à comprendre l'énorme influence que ce mausolée majestueux a exercé sur le développement de l'architecture dans toute la région méditerranéenne. Le mausolée est devenu non seulement un monument impressionnant qui a immortalisé la mémoire du roi Mosol et de son épouse bien-aimée Artémise, mais aussi un témoignage convaincant de la diversité culturelle, du génie créatif et du niveau élevé de développement des technologies dans le monde antique. Après avoir découvert l'histoire du mausolée d'Halicarnasse, nous nous transportons sur l'île ensoleillée de Rhodes, située dans la mer Égée, où se dressait une autre des 7 merveilles du monde, le célèbre colosse de Rhodes, ce monument qui glorifiait le dieu du soleil Hélios, considéré comme le protecteur de l'île, est devenu un symbole de courage, de force, de liberté et d'indépendance, inspirant non seulement les habitants de Rhodes, mais aussi le monde antique tout entier. Rhodes, situé au cœur de la mer Égée, était réputé pour sa position stratégique avantageuse, son commerce développé et sa puissante flotte. Au début du IIIe siècle avant notre ère, elle a connu l'une des victoires les plus glorieuses et les plus mémorables de sa longue histoire. Après une année de siège acharné par Démétrios Poliorcète, un talentueux souverain de Chypre et l'un des généraux les plus célèbres de son temps, les braves habitants de Rhodes ont réussi à défendre leur ville bien-aimée, devenant ainsi un symbole de résilience, de courage et d'inébranlabilité. Démétrio, ayant subi une défaite cuisante et essuyé d'énormes pertes, a été contraint de se retirer et de laisser derrière lui de nombreuses machines de siège et des armes, qui sont devenus un précieux trophée pour les vainqueurs. Les habitants de Rhodes, remplis de gratitude envers leurs défenseurs et envers le dieu du soleil Hélios, qu'ils considéraient comme le protecteur de leur ville, ont décidé d'immortaliser leur glorieuse victoire et de remercier leur intercesseur céleste en érigeant un monument majestueux en son honneur. Les trophées et les machines de siège restées après le siège ont été vendus, et les fonds récoltés ont été utilisés pour la création d'un monument grandiose, le Colosse de Rhodes,
qui devait frapper l'imagination de ses contemporains et glorifier l'île pendant des siècles. Cette statue devait non seulement souligner la grandeur, la richesse et l'indépendance de Rhodes, mais aussi envoyer un message au monde entier sur la force, l'unité et l'inébranlable détermination des habitants de l'île à défendre leur liberté et leur indépendance. Le sculpteur Charest de Lindos, talentueux disciple du célèbre Lysippe, entreprit la réalisation de ce projet ambitieux et complexe qui exigeait une maîtrise, une patience et une ingéniosité considérables. La légende raconte qu'il fallut pas moins de 12 ans de travail acharné pour construire le colosse de Rhodes. La hauteur de la statue colossale était d'environ 33 mètres, ce qui en faisait l'une des structures les plus hautes et les plus impressionnantes du monde antique, dominant la ville et visible de loin. Le colosse représentait majestueusement le dieu soleil Hélios dans une pose fière et grandiose. Son visage était tourné vers la mer et sa tête était ornée d'une couronne savamment ouvragée de rayons de soleil étincelants, symbolisant son éclat divin qui donnait vie et chaleur à tout ce qui vit. Dans l'une de ses mains, Hélios tenait une torche, éclairant vivement le chemin des navigateurs et leur indiquant la route sûre vers le port, tandis que son aspect imposant inspirait le respect, la confiance en la protection et l'espoir d'une arrivée heureuse au port. Une légende très répandue et populaire raconte que le colosse se dressait juste à l'entrée du port et que les navires passaient librement entre ses jambes puissantes. Bien que cette version soit très probablement une fiction artistique destinée à souligner la grandeur et les dimensions de la statue, elle illustre parfaitement l'impression que le colosse produisait sur ses contemporains et renforce sa légende. En réalité, le colosse était très probablement situé sur la terre ferme, non loin du port, afin d'être facilement visible de loin, comme un symbole de protection, de prospérité et de puissance inébranlable. La construction du colosse de Rhodes est devenue un symbole éclatant et impressionnant de victoire, non seulement en raison de ses dimensions grandioses, mais aussi grâce au symbolisme profond que les habitants reconnaissants de Rhodes y ont insufflé, glorifiant leur protecteur et défenseur. Cette statue majestueuse n'était pas simplement un monument à Hélios, érigé en signe de reconnaissance pour son aide et son soutien. Elle reflétait l'unité, la fierté, la puissance et la foi inébranlable d'une ville qui avait su tenir tête à un ennemi puissant et bien armé, en défendant sa liberté et son indépendance. La construction même du colosse devint un acte de triomphe collectif, unissant tous les habitants de l'île. Toutes les couches de la société participèrent activement à ce projet important, de la vente du butin et de la collecte de dons au travail direct sur la construction de la statue. Les habitants ne se contentaient pas d'ériger une statue en l'honneur de leur dieu, ils créaient un symbole de leur résistance, de leur volonté inébranlable et de leur indépendance, destinée à les inspirer, eux et leurs descendants, à de nouveaux exploits et à de nouvelles victoires. Chaque contribution à la construction du colosse renforçait le sentiment de communauté, de cohésion et de soutien mutuel parmi les habitants de Rhodes, les aidant à surmonter toutes les difficultés et tous les malheurs. Il est important de noter que l'idée même de créer le colosse, comme une offrande généreuse à Hélios, personnifiait clairement la foi profonde des Rhodiens dans la justice divine et l'aide des puissances supérieures. Ils croyaient sincèrement que leur glorieuse victoire était le résultat non seulement de leurs propres efforts, mais aussi de la bénédiction du puissant soleil qui ne les avait pas abandonnés à l'heure la plus sombre et les avait aidés à vaincre l'ennemi. La statue devint un rappel visible que même les adversaires les plus puissants et les plus redoutables peuvent être vaincus si l'on agit avec détermination, courage et une foi inébranlable en sa propre justice. Un autre point important était l'emplacement du colosse, choisi avec un soin particulier. Il fut érigé à un endroit tel qu'il accueillait tous les navires approchant de Rhodes et qu'il produisait une impression indélébile sur les hôtes et les marchands arrivant dans la ville. Ce n'était pas seulement un rappel fier d'une glorieuse victoire, mais aussi une revendication claire du statut particulier de Rhodes en tant que grand centre de puissance, de commerce et de culture en Méditerranée. La statue regardait littéralement la mer, accueillant les voyageurs et leur inspirant le respect pour une ville qu'il était impossible de conquérir. Bien que le colosse de Rhodes soit devenu un symbole éclatant de triomphe, de puissance et de prospérité, son destin s'avéra tragique et triste. Ce monument grandiose qui avait tenu bon pendant un peu plus d'un demi-siècle
fut impitoyablement détruit à la suite de l'un des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire antique, qui secoua l'île de Rhodes. La tragédie se produisit vers l'an 226 avant notre ère, lorsqu'un puissant tremblement de terre d'une force de plusieurs degrés secoua l'île de Rhodes, détruisant de nombreux bâtiments et coûtant la vie à des milliers de personnes. Le colosse, qui s'élevait majestueusement à une hauteur d'environ 33 mètres, ne résista pas aux fortes secousses souterraines et s'effondra dans un fracas assourdissant. Selon de nombreuses sources antiques, la statue se brisa au niveau des genoux, et ses massifs fragments de bronze furent éparpillés sur tout le territoire, la transformant en un amas de débris. Malgré cet événement malheureux, même en ruine, le colosse continuait d'émerveiller et de surprendre tous ceux qui le voyaient, frappant l'imagination par ses dimensions et sa grandeur. Pline l'Ancien, émerveillé par la grandeur du colosse détruit, écrivit que de nombreux voyageurs courageux venaient à Rhodes spécialement pour voir de leurs propres yeux les vestiges impressionnants de cette statue géante qui frappait l'imagination par leurs dimensions. Après le tremblement de terre, les habitants de Rhodes, inquiets de ce qui s'était passé, demandèrent un conseil au célèbre oracle de Delphes afin de savoir s'il fallait reconstruire le colosse détruit et dépenser d'énormes sommes d'argent pour sa restauration. Cependant, le sage oracle leur conseilla de laisser la statue détruite, expliquant qu'il s'agissait d'un signe de la volonté des dieux et les mettant en garde contre toute tentative d'aller à l'encontre de leur volonté. Les habitants obéissants de Rhodes tinrent compte de la prophétie de l'oracle et ne reconstruisirent pas le colosse, laissant ses vestiges pittoresques sur place pendant plusieurs siècles, attirant de nombreux touristes. Les fragments de la statue détruite restèrent sur le sol jusqu'au 7e siècle de notre ère, lorsque les conquérants arabes s'emparèrent de l'île de Rhodes et mirent fin à sa prospérité. Selon de nombreuses chroniques datant de cette époque, les restes du colosse furent démantelés par les conquérants arabes et vendus à la fonte, afin d'en obtenir du métal précieux. La légende raconte qu'il fallut pas moins de 900 chameaux pour transporter ces énormes débris, ce qui souligne clairement l'échelle et la taille de la statue, même dans son état de ruine. Malgré sa disparition physique, l'héritage du colosse de Rhodes est continué à vivre à travers les siècles. Ce monument majestueux est devenu un symbole de courage, de résistance, d'unité, de liberté et d'indépendance, inspirant non seulement les auteurs antiques, mais aussi les générations suivantes d'artistes, de poètes et d'écrivains. Le colosse de Rhodes est devenu un archétype des statues grandioses, célébrant la force et la grandeur, et a servi de source inépuisable d'inspiration pour la création de nombreuses sculptures et de nombreux monuments à travers le monde, y compris la célèbre statue de la liberté à New York, qui est l'un des symboles les plus reconnaissables de la liberté et de la démocratie. Après avoir découvert l'histoire du colosse de Rhodes, qui montait la garde sur l'île en tant que symbole de force et d'unité, nous nous transportons mentalement dans l'Égypte ensoleillée et prospère, où se dressait sur l'île de Pharos le célèbre phare d'Alexandrie. Cette merveille du monde a non seulement émerveillé ses contemporains par sa perfection technique, mais a également eu une importance pratique considérable, devenant l'une des structures de navigation les plus importantes et les plus fiables du monde antique. Le phare d'Alexandrie a été construit vers le 3e siècle avant notre ère, sous le règne de Ptolémée II Philadelphe, dans le but de guider les navires vers le port animé d'Alexandrie, qui était alors l'un des plus grands centres commerciaux, culturels et scientifiques de la Méditerranée. La ville, fondée par le grand Alexandre le Grand, s'est très vite transformée en un nœud important du commerce international, reliant l'Orient et l'Occident. Son port spacieux et pratique, protégé de manière fiable par l'île de Pharos contre les vents forts et les tempêtes, accueillait des navires du monde entier, mais les rochers sous-marins et les hauts fonds rendaient l'entrée assez dangereuse, surtout la nuit et par mauvais temps. La nécessité de construire un phare était dictée par le besoin urgent d'assurer la sécurité des navigateurs et de renforcer le statut d'Alexandrie en tant que principal port maritime et centre du commerce international. Le phare ne servait pas simplement de point de repère pour les navires, en leur indiquant la route sûre vers le port. Il est devenu un symbole éclatant du progrès technique, du développement scientifique et des ambitions de l'époque hellénistique, démontrant au monde entier le génie technique des anciens Égyptiens. Son immense hauteur, dépassant les 100 mètres, en faisait l'une des structures les plus hautes et les plus impressionnantes de son temps, dépassant en hauteur de nombreux autres bâtiments célèbres.
C'était le premier phare d'une telle envergure de l'histoire. Et sa lumière vive, dit-on, était visible jusqu'à une distance de 50 kilomètres, permettant aux navires de s'orienter en toute sécurité en mer et d'éviter les dangers. Le jour, le phare reflétait les rayons du soleil à l'aide d'un miroir métallique savamment poli, envoyant un signal lumineux vers la mer, et la nuit, un immense feu brûlait à son sommet, qui était constamment entretenu par des services spéciaux, veillant à ce qu'il ne s'éteigne pas. Pour de nombreux marins, le phare était une étoile polaire fiable, les sauvant de la mort et leur indiquant le chemin sûr vers le port. De nombreux auteurs antiques ont admiré le phare et son rôle inestimable dans la sécurité de la navigation maritime, décrivant en détail comment il aidait les navires à atteindre le port en toute sécurité, même par temps orageux, en leur indiquant la bonne direction. Mais le phare n'avait pas seulement une importance pour les navigateurs. Il a considérablement renforcé le rôle d'Alexandrie en tant que grand centre de commerce, de culture, de science et d'éducation, attirant dans la ville des scientifiques, des philosophes, des poètes et des marchands du monde entier. Sa lumière vive semblait dire tacitement à tous ceux qui approchaient de la ville par la mer. Bienvenue à Alexandrie, un centre de civilisation prospère où la connaissance est plus précieuse que tout. Le phare d'Alexandrie symbolisait également le pouvoir, la richesse et les ambitions des dirigeants de la dynastie des Ptolémées, qui cherchaient à immortaliser leur nom à travers les siècles et à perpétuer le souvenir de leur règne. Il témoignait de leur capacité à allier avec succès des prouesses d'ingénierie de pointe à l'ambition de dominer le monde hellénistique, surpassant tous leurs rivaux. Grâce à lui, Alexandrie attirait non seulement les marchands, mais aussi les savants, les voyageurs et les artistes de talent, tous admiratifs de sa grandeur, de sa beauté et de son style architectural inédit. Le phare d'Alexandrie n'était pas seulement une réalisation d'ingénierie exceptionnelle pour son époque, mais aussi un véritable chef-d'œuvre d'architecture et de technologie avancée qui a eu une influence considérable sur le développement de la construction et de la navigation maritime pendant de nombreux siècles. Sa conception associait des solutions novatrices, lui permettant non seulement de remplir efficacement sa fonction première, mais aussi de résister avec succès à l'épreuve du temps et aux forces destructrices de la nature. Le phare était construit en grands blocs de calcaire clair, extraits des carrières locales, ce qui le rendait bien visible même de loin, et permettait aux navires de s'orienter facilement en mer. Ces blocs massifs étaient assemblés entre eux à l'aide d'agrafes en plomb et de mortiers spéciaux, ce qui conférait à l'ensemble de la structure une solidité et une résistance exceptionnelles aux tremblements de terre fréquents dans la région. L'utilisation d'un tel assemblage était une solution d'ingénierie de pointe pour son époque, car elle permettait aux blocs de bouger et de se déplacer légèrement lors des secousses de gauche souterraines, empêchant ainsi la destruction du bâtiment. La structure du phare avait été soigneusement pensée et divisée en 3 niveaux distincts, chacun jouant un rôle spécifique dans la stabilité et la fonctionnalité de l'ensemble de l'édifice. La partie inférieure était une base carrée massive, assurant la stabilité de toute la construction et servant d'appui solide pour les niveaux supérieurs. Le niveau intermédiaire était une tour octogonale, ce qui réduisait la résistance au vent fort et contribuait à répartir uniformément la charge sur l'ensemble de la structure. Le niveau supérieur, une tour cylindrique, était le plus léger et se terminait par une plateforme ouverte où brûlait un feu, indiquant la route au navire pendant la nuit. Cette ingénieuse solution à 3 niveaux conférait non seulement au phare une esthétique visuelle raffinée, élégante et harmonieuse, mais assurait aussi sa stabilité pendant de nombreux siècles, lui permettant de résister avec succès aux forces de la nature. L'une des caractéristiques technologiques les plus étonnantes du phare était son immense miroir, utilisé pour réfléchir la vive lumière du soleil. La surface métallique polie, fabriquée avec la plus grande précision, permettait de diriger les rayons lumineux sur de longues distances, améliorant considérablement la visibilité du phare pendant la journée et aidant les navires à s'orienter en mer. La nuit, un grand feu de joie était allumé au sommet du phare, alimenté par du bois et de la résine, et sa lumière était également amplifiée à l'aide d'un miroir réfléchissant, la rendant visible de loin. C'était l'un des premiers exemples d'utilisation réussie de la technologie de la réflexion dans l'architecture, ce qui augmentait considérablement l'efficacité du phare. La longévité du phare d'Alexandrie s'explique non seulement par la haute qualité des matériaux utilisés et la conception ingénieuse,
mais aussi par son immense signification symbolique pour les habitants d'Alexandrie et de toute l'Égypte. Pour les dirigeants de la dynastie ptolémaïque, le phare n'était pas seulement une structure fonctionnelle facilitant la navigation, mais un symbole éclatant de leur pouvoir, de leur puissance et de leur savoir-faire en matière d'ingénierie, démontrant leur statut élevé dans le monde hellénistique. C'est pourquoi sa construction a été réalisée en utilisant les technologies les plus avancées, les solutions d'ingénierie de pointe et l'utilisation généreuse des ressources de l'époque. Néanmoins, même l'ingénierie la plus sophistiquée, les matériaux les plus résistants et les architectes les plus talentueux ne pouvaient pas protéger entièrement le phare d'Alexandrie contre les forces destructrices de la nature. Le phare d'Alexandrie a résisté avec succès pendant plusieurs siècles, restant non seulement un repère de navigation fiable, mais aussi un symbole culturel et économique important, contribuant à la prospérité de la ville et de toute l'Égypte. Cependant, des séries de violents tremblements de terre survenus dans la région, notamment en 956, 1303 et 1323, lui ont causé des dommages irréparables, détruisant progressivement sa structure. Avec le temps, le magnifique phare s'est transformé en ruine et ses blocs de pierre ont été utilisés pour construire la forteresse de Kate Bay, qui se dresse encore aujourd'hui sur ce site, rappelant la grandeur et la splendeur passée de l'ancien phare. Le phare d'Alexandrie, qui s'élevait majestueusement sur l'île de Pharos, a eu une influence considérable sur le développement des phares et des installations de navigation dans le monde entier. Sa conception novatrice, ses dimensions colossales et ses technologies de pointe ont établi des normes élevées pour la création de phares dans les époques suivantes, faisant de lui non seulement l'une des 7 merveilles du monde antique, mais aussi un modèle pour les futures prouesses d'ingénierie. Avant tout, le phare d'Alexandrie a posé les bases du concept de phare en tant que structure multifonctionnelle, alliant utilité pratique et signification symbolique. Il n'était pas seulement un point de repère pour les navigateurs, leur indiquant le chemin sûr vers le port, mais aussi un symbole puissant du pouvoir, de la force, de la richesse, du progrès et de la grandeur culturelle d'Alexandrie et de toute l'Égypte. Cette idée de combiner l'utilité pratique avec l'esthétique, la beauté et le symbolisme a trouvé un large écho dans les phares construits dans diverses régions de la Méditerranée et bien au-delà. Même après des siècles et des millénaires, les phares n'ont pas seulement éclairé le chemin des navires, mais sont devenus des monuments architecturaux importants, soulignant le statut élevé des villes portuaires et des pays. Le phare d'Alexandrie a eu une influence particulière sur les aspects technologiques de la construction des phares. Sa structure à plusieurs niveaux, comprenant une base massive, une tour solide et une plateforme spéciale pour le feu, a été adaptée sous diverses formes et modifications dans les phares construits au Moyen Âge et à l'époque moderne. Par exemple, la construction à 3 niveaux assurait la résistance aux vents forts et aux tremblements de terre et facilitait le maintien du feu au sommet du phare. Cette construction a servi de prototype à de nombreux phares construits sur les côtes d'Europe, d'Asie et d'Amérique. La technologie d'utilisation de miroirs pour réfléchir la lumière était également révolutionnaire et avant-gardiste pour son époque. Bien que les miroirs anciens étaient probablement moins efficaces et moins lumineux que les miroirs modernes, le principe même de la réflexion directionnelle de la lumière est devenu la base du développement ultérieur de l'optique dans la navigation maritime. Les phares modernes utilisent des letelliers de Fresnel complexes et d'autres systèmes optiques avancés, mais leur idée de base trouve son origine dans le phare d'Alexandrie, qui a été le premier à démontrer comment la réflexion directionnelle de la lumière pouvait considérablement améliorer la visibilité pour les navigateurs et accroître la sécurité de la navigation. Le rôle symbolique du phare en tant que lumière dans l'obscurité, indiquant le chemin et insufflant l'espoir, a également été hérité du célèbre phare de Pharos. Pour tous les navigateurs, loin de chez eux, le phare est devenu non seulement un point de repère salvateur, les aidant à éviter les dangers, mais aussi un symbole d'espoir d'un retour sain et sauf à la maison, de surmonter les difficultés et de se rapprocher de leur objectif tant convoité. Nombre de phares modernes dans divers pays du monde se sont inspirés de la légende du phare d'Alexandrie, notamment des constructions célèbres telles que la Tour d'Hercule en Espagne et la Statue de la Liberté à New York, qui est également un phare et en même temps un symbole de grandeur et de liberté. Parlons maintenant plus en détail du destin des 7 merveilles du monde
Et essayons de comprendre pourquoi la plupart d'entre elles n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. La réponse à cette question est à la fois simple et complexe, car la préservation de ces constructions uniques a été influencée par de nombreux facteurs différents, des catastrophes naturelles et des guerres à l'insouciance et à l'indifférence humaine. Imaginez un instant que ces constructions majestueuses et grandioses ont été érigées il y a des milliers d'années. À cette époque lointaine, il n'existait pas de technologie moderne capable de protéger efficacement les bâtiments contre les effets destructeurs du temps et des forces de la nature. Les architectes et les constructeurs de l'époque ont atteint des sommets incroyables de maîtrise en utilisant la pierre, le bois, le marbre et d'autres matériaux naturels. Mais même les matériaux les plus solides et les plus durables sont soumis au fil du temps à la destruction sous l'influence des intempéries, de l'eau, du vent et des tremblements de terre. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les incendies, ont joué un rôle tragique dans la destruction de nombreuses merveilles du monde. Par exemple, le mausolée de Halicarnasse, qui a résisté pendant plusieurs centaines d'années et a frappé l'imagination par sa magnificence, a été détruit par une série de violents tremblements de terre survenus dans la région. Ces mêmes cataclysmes naturels destructeurs ont effacé de la surface de la terre le majestueux colosse de Rhodes, qui montait la garde de la ville et émerveillait tout le monde par sa grandeur. Les tremblements de terre, malheureusement, n'épargnent pas même les constructions les plus solides et les plus soigneusement construites, les brisant sous le poids de leur propre masse et les transformant en ruines. L'activité humaine, malheureusement, a également joué un rôle triste dans la perte de nombreuses merveilles du monde. Le fort d'Alexandrie, qui s'élevait fièrement au-dessus de la mer Méditerranée et servait de point de repère fiable pour les marins, a été partiellement détruit par des tremblements de terre, mais définitivement démantelé par des personnes qui ont utilisé ces pierres comme matériaux de construction pour ériger de nouveaux bâtiments. Un sort triste similaire a frappé d'autres merveilles du monde. Certaines ont été brûlées pendant les guerres, d'autres ont été pillées et réutilisées, et d'autres encore ont simplement été oubliées et sont tombées en ruine. Mais, peut-être, la perte la plus dramatique et irréparable pour l'humanité a été la destruction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Bien qu'elle ne fasse pas directement partie des 7 merveilles du monde, elle symbolise la même douleur de la perte irréparable que la destruction du colosse de Rhodes ou l'incendie du temple d'Artémis à Éphèse, commis par l'insensé Érostrate, dans l'espoir vain d'entrer dans l'histoire. Les cultures mêmes qui ont construit ces magnifiques merveilles ont disparu avec le temps ou ont perdu leur influence passée, cédant la place à de nouvelles civilisations. Si les pyramides égyptiennes ont pu survivre et parvenir jusqu'à nous, c'est en raison de leur masse imposante, de leur robustesse et de l'utilisation de technologies avancées pour leur époque, leur assurant ainsi une longévité exceptionnelle. Les autres merveilles du monde, plus élégantes, complexes et vulnérables, se sont avérées moins résistantes à l'épreuve du temps et aux forces de la nature. Elles n'ont pas été conçues pour l'éternité, mais plutôt pour émerveiller l'imagination de leurs contemporains et les ravir par leur beauté. Cependant, même détruites et réduites en ruines, elles ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture de l'humanité, continuant d'inspirer les hommes à de nouvelles réalisations. Nous nous souvenons encore d'elles comme de symboles éclatants de l'ambition humaine, du génie, d'une imagination sans bornes et d'une quête inlassable du beau et du parfait. Le destin des 7 merveilles du monde nous rappelle que même les plus grandes réalisations humaines sont éphémères et susceptibles d'être détruites, mais que le souvenir de celles-ci peut vivre éternellement, à condition d'être précieusement conservé et transmis de génération en génération. Restaurer et créer des analogues modernes des 7 merveilles du monde représente une tentative intéressante non seulement d'honorer la mémoire de ces chefs-d'œuvre antiques et de la préserver pour la postérité, mais aussi de s'inspirer de leur grandeur et de leur beauté pour créer quelque chose de nouveau et d'innovant. Bien que les originaux de ces merveilles, à l'exception des majestueuses pyramides de Gizeh, soient malheureusement perdus à jamais, leur gloire et leur grandeur légendaire sont devenus une source inépuisable d'inspiration pour des architectes, des artistes, des ingénieurs et des designers talentueux du monde entier. Alors, découvrons ensemble plus en détail comment l'humanité tente aujourd'hui de ressusciter la mémoire des 7 merveilles du monde et de créer leurs analogues modernes.
Certaines merveilles du monde ont fait l'objet de tentatives de restauration littérale, en utilisant les technologies modernes et les connaissances scientifiques actuelles. Par exemple, en Turquie, des archéologues, des historiens et des architectes mènent des travaux de recherche et de restauration à grande échelle sur le site où se dressait autrefois le célèbre temple d'Artémis à Éphèse. À l'heure actuelle, le temple n'existe plus que sous la forme de quelques colonnes isolées et de ruines pittoresques, mais sa reconstruction partielle représente non seulement un défi technique complexe, mais aussi un projet culturel important visant à restaurer sa grandeur passée et à attirer des touristes du monde entier. Il est peu probable que le temple soit reconstitué intégralement et dans son état d'origine, mais les technologies informatiques modernes permettent de créer des modèles tridimensionnels détaillés et réalistes du temple qui rendent compte de son élégance, de sa beauté et de sa magnificence. Le Colosse de Rhodes est un autre exemple frappant de tentative de renaissance d'une ancienne merveille du monde et de restauration de sa gloire passée. À plusieurs reprises dans l'histoire, divers projets ont été proposés pour la construction d'une nouvelle statue géante qui symboliserait l'unité, la paix et la prospérité. Des ingénieurs contemporains ont proposé une conception plus résistante au séisme et plus respectueuse de l'environnement, qui pourrait résister avec succès aux tremblements de terre, responsable de la destruction de l'original. Bien que ce projet ambitieux n'ait pas encore été réalisé, l'idée reste vivante, populaire et source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Le phare d'Alexandrie trouve également ses analogues modernes dans divers pays du monde. Certains historiens et architectes rêvent de le reconstruire à grande échelle et de lui rendre son aspect d'origine afin qu'il redevienne un symbole éclatant de la navigation maritime, de la prouesse technique et de la grandeur de l'esprit humain. En Égypte, l'idée intéressante de créer un phare moderne basé sur la conception originale, mais en utilisant les technologies les plus récentes et des matériaux contemporains, a même été activement discuté et promu, ce qui le rendrait plus durable et résistant à diverses agressions naturelles. Outre la restauration directe des anciennes merveilles du monde, nous pouvons assister à la création de nouvelles merveilles modernes, qui rendent hommage aux chefs d'œuvre antiques et suscitent l'admiration. Par exemple, la ville prospère de Dubaï, avec ses ambitions architecturales incroyables, ses projets innovants et son goût pour le luxe, rappellent d'une certaine manière les civilisations antiques, qui aspiraient à créer l'impossible et à surpasser tous leurs rivaux dans l'art et la construction. Burj Khalifa, une tour majestueuse et élancée, tel un colosse moderne, domine la ville, témoignant de la puissance des technologies modernes, de l'ambition et des possibilités illimitées de l'homme. L'harmonie de la nature et de l'art, inspirée des jardins suspendus de Babylone, trouve son incarnation dans des projets contemporains tels que les jardins verticaux de Singapour ou le célèbre jardin sur le toit d'un bâtiment à Milan. Ces jardins contemporains illustrent parfaitement comment les rêves anciens de créer un paradis sur Terre et une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature trouvent un écho dans notre époque moderne, nous incitant à créer de nouveaux chefs-d'œuvre étonnants. Le destin des 7 merveilles du monde nous rappelle que l'inspiration humaine, la quête de la beauté et la soif de connaissance sont éternelles et ne connaissent pas de limites. Nous ne pouvons pas remonter le temps et reconstruire entièrement les merveilles perdues, mais nous pouvons recréer leur esprit insaisissable dans des œuvres d'art et d'architecture contemporaine. Chaque reconstruction réussie d'un édifice ancien ou création d'un nouveau projet ambitieux représente non seulement un hommage aux grands maîtres du passé, mais aussi un rappel inspirant que le rêve humain, comme l'histoire elle-même, se poursuit et ne s'arrête pas, ouvrant devant nous de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités.